vas t'asseoir là. Bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes rendus à la troisième journée du CIB. Et ce matin, nous allons commencer avec une présentation sur la CITES. La CITES, c'est un sujet de plus en plus important et préoccupant pour les entreprises, mais également, enfin les entreprises de production, mais également les importateurs dans les différents pays de l'Union européenne, avec un certain nombre de problèmes, de difficultés, disons, qui se posent dans la délivrance des différents permis au niveau de la CITES. Et donc, l'ATBT, qui est positionnée comme une organisation qui accompagne les acteurs de la filière, a mis en place un programme au sein de l'ATBT, un programme CITES, qui est conduit par Franck, qui va faire la présentation tout à l'heure. Et donc, dans le cadre de cette présentation, Franck va nous présenter un peu ce qui est fait, les différentes actions qui sont faites par l'ATBT, après avoir présenté les grandes lignes de ce programme-là. Et également, il va nous présenter un peu, il va nous parler un peu de la CITES et aussi les actions qui sont projetées par l'ATBT dans son accompagnement aux entreprises de production, aux importateurs, mais également aux États, aux administrations, les différentes structures des administrations qui sont en charge des questions de la CITES dans les pays de production. Donc, au terme de la présentation de Franck, j'espère qu'on aura un échange là-dessus. Donc, je vais laisser la parole à Franck pour la présentation. Donc, merci beaucoup, Germain. Bonjour à tous. Donc, Franck Monté, je coordonne pour l'ATBT depuis un peu plus d'un an le programme CITES. Donc, comme Germain l'a bien dit, le programme CITES, c'est une initiative que l'ATBT a mis en place suite à la dernière COP avec l'inscription de 3 genres africains, Abselia, Kaya et Pterocarpus aux annexes de la CITES. Donc, comme c'était aussi une découverte pour nous, donc, la présentation, je vais un peu essayer de rappeler donc, les généralités, présenter les généralités, le contexte de notre programme. La dernière COP au Panama, donc la dernière COP au Panama avec notamment l'inscription des nouvelles espèces. Comment est-ce que la CITES est mise en œuvre en Afrique centrale, nos principales activités et quelques perspectives sur lesquelles nous allons justement pouvoir échanger. Donc voilà, de manière vraiment très générale, la CITES, c'est la convention internationale qui régule le commerce des espèces menacées d'extinction. Donc avec aujourd'hui environ 184 pays qui sont membres de la convention qui est entrée en vigueur en juillet 1975. L'un des principaux outils de la convention, c'est notamment ses annexes. Donc il y en a 3. Donc l'annexe 1, l'annexe 2 et l'annexe 3. Donc, et en fonction du niveau de régulation, les espèces sont inscrites à l'une ou l'autre des annexes. Donc l'annexe 1, c'est vraiment l'annexe au sein de laquelle le commerce des espèces menacées est généralement interdit. L'annexe 2, c'est un peu l'annexe dans laquelle on retrouve l'essentiel des espèces inscrites aux annexes de la CITES, avec un peu plus de 65% des espèces inscrites. Et donc, dans cette annexe, c'est assez particulier. Donc, c'est une annexe qui permet de contrôle du commerce des espèces exploitées. Donc, le commerce de l'espèce n'est pas interdit, mais il est régulé au moyen d'un certain nombre d'outils qu'on va voir aussi par la suite. Et l'annexe 3, c'est un peu une annexe, une sorte d'antichambre. Donc, généralement, c'est quand il y a des menaces qui sont relevées sur une espèce, généralement, elle est inscrite à cette annexe-là. Mais il n'y a pas d'obligation de délivrer des permis d'importation ou d'exportation. Et donc, l'autre outil de la CITES, ce sont les différents permis qui sont utilisés. Donc, on a environ 4 principaux types de permis. On a les permis d'exportation, les permis d'importation,
les certificats d'exploitation et de réexploitation, et puis un ensemble d'autres certificats, tels que ceux qui sont délivrés lorsqu'une espèce vient juste d'être inscrite et qu'on a ce qu'on appelle du bois pré-convention. Donc il y a des certificats pré-convention, puis des certificats post-convention. Donc permis d'exploitation délivré par le pays qui exporte, donc, généralement pour nous ici, par exemple pour le bois tropical dans les pays d'Afrique centrale. Pays d'importation, c'est le pays vers le pays d'exportation du bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un permis qui n'est pas mis en œuvre. En fait, si le permis d'exportation est généralement mis en œuvre une fois que l'espèce est inscrite à l'annexe 2, le permis d'importation, lui, n'est applicable que dans l'Union européenne pour le moment. Donc, si par exemple on exporte du Cameroun pour les États-Unis, on n'a pas besoin d'un permis d'importation. Mais par contre, pour un pays dans l'Union européenne, on en a besoin. Il en va de même pour tous les différents types de certificats. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'inscription, donc parce que comme c'est l'un des sujets également qui nous intéresse beaucoup, c'est l'inscription des espèces aux annexes. Comment est-ce que ça se fait? Donc généralement, c'est lors des réunions de la CITES, qu'on appelle les COP CITES, que sous base de propositions d'un pays tiers, avec l'adoption des membres avec l'adoption des différents pays partis, l'inscription est validée ou pas. Donc, et y compris, bien sûr, toutes les associations observatrices comme la TIBT. Donc, toujours en termes de généralité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'une espèce est inscrite aux annexes de la CITES, il y a plusieurs outils qui, à ce moment aussi, sont mis en place. Donc, la CITES, c'est principalement trois volets. Dans le premier volet, c'est de pouvoir contrôler la légalité du bois ou des spécimens qui sont produits. Donc, c'est vraiment, la légalité se concentre vraiment sur l'ensemble des outils nationaux mis en place donc, par les différents pays d'importation ou d'exportation. Donc, le deuxième pilier important, c'est la durabilité. Donc, la durabilité, ici, on va regarder, est-ce que la ressource est prélevée de manière durable dans la nature? Est-ce qu'on peut s'assurer que le prélèvement qui est fait ne nuira pas à la suivi de l'espèce dans son habitat naturel? Donc, je tiens aussi également à rappeler qu'il y a vraiment cette notion de suivi de l'espèce dans son habitat naturel, parce que ce sont des éléments qu'on va certainement devoir utiliser dans la suite de notre action pour justement interagir avec la CITES, mais surtout avec le SRG, donc le Scientific Review Group de l'Union européenne. Et le troisième pilier, c'est la traçabilité. Donc, c'est de montrer que le bois qui est produit est traçable. Donc, on peut contrôler notamment généralement du départ en forêt jusqu'au point d'entrée ou d'arrivée dans les pays d'importation. Donc vraiment, trois piliers à retenir: légalité, durabilité, traçabilité. Et justement, j'oubliais de le dire, dans l'aspect durabilité, c'est aussi là où on a quelque part toute l'expérience qu'on va pouvoir mettre en place à profit, justement l'expérience en termes de gestion durable, les plans d'aménagement, tout le contexte de l'aménagement forestier. Donc, on va pouvoir justement valoriser ça dans ce contexte-ci. Je voulais aussi rappeler que, généralement, parfois, on est, en tant que pays tropicaux ou bien partenaires travaillant sur le bois, en Afrique centrale, on est déjà très bien outillé pour répondre à l'ensemble de ces problèmes. Parce que, vous voyez, par exemple, je me souviens, il y a 2 semaines, on disait que le logiciel traceur, par exemple, au Gabon, vient de se remettre à fonctionner. Donc, on trace le bois. Au Cameroun, il y a le CIGIF. Au Congo, je me souviens plus bien, mais je pense qu'il y avait aussi un outil de traçabilité qui était, voilà, SIVEL, voilà, merci. Donc, il y a déjà des outils pour répondre à l'ensemble de ces préoccupations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CITES, ça contrôle les espèces exploitées, certes, mais pour beaucoup d'espèces, par exemple, il faut savoir qu'il y a aussi des espèces marines, des papillons, des insectes, des perroquets et tout ça, pour lesquels on n'a pas cet ensemble d'informations. Donc, le contexte de l'aménagement forestier en Afrique centrale donne déjà assez d'outils et permet déjà de répondre à beaucoup de préoccupations que la CITES pourrait poser ou bien que le commerce de certaines espèces pourrait poser. Donc voilà, ça c'est un peu de manière globale pour le contexte, un peu le rappel des généralités. Et donc, on va passer à la deuxième étape, qui est la deuxième partie de la présentation, qui se focalise sur les résultats ou les conséquences de la dernière COP CITES, avec donc notamment la décision d'inscrire les genres africains Padouk, Doucier, Padouk et Acajou, et aussi ceux d'Amérique centrale, donc IP et Koumarou à l'annexe 2.
avec pour chacune des deux différentes périodes. Donc pour les espèces africaines, l'entrée en vigueur s'est déjà faite, donc c'est depuis février 2023. Par contre, pour IP et Kumaru, la décision entrera en vigueur à partir de février 2023. Donc voilà, donc deux différences fondamentales. Et donc, juste pour faire un petit zoom sur les espèces, les trois genres africains. Donc ici, j'ai repris, parce que ça c'est quand même assez bien outillé aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'une décision est prise d'inscrire une espèce à l'annexe de la CITES, le pays, alors vous voyez là pour l'Afzélia, ça a été posé par le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Union européenne, le Libéria et le Sénégal. Les Pterocarpus, c'est la Côte d'Ivoire, l'Union européenne, Libéria, Sénégal, Togo. Donc chaque fois, vous pouvez voir quels sont les pays qui ont porté la proposition. Dans les pratiques de la CITES, une fois qu'une proposition est préparée, normalement, cette proposition est envoyée à l'ensemble des pays de l'aide de distribution de l'espèce. Ça veut dire que pour les trois genres, les différentes autorités CITES des pays d'Afrique centrale notamment, puisqu'on parle essentiellement de l'Afrique centrale ici, ont reçu cette proposition. Donc c'est à ce moment aussi qu'il y a moyen de faire des commentaires, de dire si on est d'accord ou pas d'accord avec la proposition, ou s'il y a des contre-arguments à ce qui est évoqué dans la proposition. Si on décrit un commerce illégal avec un partenaire et que ce n'est pas vrai ou qu'il n'y a pas des données qui permettent de vérifier cela, c'est à ce moment qu'il faut agir et envoyer les éléments de réponse. Donc, ces trois espèces ont été inscrites et ce qui est intéressant, c'est que moi, je travaillais auparavant pour une association, non Nature Plus, que certains d'entre vous connaissent ici. Et dans le cadre de mon année à Nature Plus, on avait mis en place un projet d'analyse de la vulnérabilité des espèces. Donc, le but était vraiment de voir pour un ensemble d'espèces commerciales quel est le réel statut ou niveau, état des populations. Et donc, on avait suivi un ensemble de critères UICN et on arrivait à la conclusion que les espèces telles que Afzélia et Pterocarpus ne sont pas menacées. Donc on a essayé justement de partager ces données avec la CITES, mais malheureusement c'était déjà à la fin du processus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les inscriptions, donc quand la décision est prise d'inscrire une espèce à la CITES, ça prend environ 2-3 ans. Et donc quand on arrive au COP, les décisions sont déjà prises, les votes sont déjà plus ou moins faits, parce que chaque délégation qui va à la CITES a des consignes de vote de son pays. Et donc, voilà, on est arrivé un peu à la fin du processus. On peut dire qu'on s'est un peu fait avoir. Et donc, du coup, maintenant, on essaie d'être beaucoup plus avenant et prudent par rapport à tout ça. Et donc, du coup, je vais un peu faire un petit zoom sur le cas du paddock, parce que c'est l'une des espèces sur lesquelles on avait énormément de données. Donc, pour le cas du paddock de manière spécifique, beaucoup d'entre vous connaissent ce bouquin qui, donc le guide sur les arbres utiles du Gabon, qui présente un peu de manière détaillée chacune des espèces qui sont répertoriées au Gabon. Et donc, il y a une fiche espèce avec des photos, les périodes de floraison et tout. Donc, voilà, c'est vraiment un guide très pratique qui peut facilement être utilisé par n'importe qui, mais bon, qui permet d'avoir un ensemble d'informations. Et donc, comme je vous disais, dans le cadre du projet vulnérabilité, ce qu'on avait fait, c'est analyser l'état de population du paddock en Afrique centrale en suivant un ensemble de critères. Donc, vous voyez là, ici, j'ai repris les 5 principaux critères qu'on utilisait. On avait donc utilisé une approche UICN, donc il y a aussi un ensemble de critères de classification de l'UICN, un ensemble de critères utilisés par l'UICN pour classer les espèces aux les différents niveaux de menace sur les espèces. Donc, c'est essentiellement le premier critère, c'est des modèles de dynamique de population qui ont été utilisés. Et le premier modèle de dynamique de population, le seuil, par exemple, c'est que si on a une réduction, si suivant la méthode utilisée, on arrive à une réduction de population de moins de 30% sur un maximum de 100 ans, l'espèce n'est pas considérée comme menacée. Donc, c'est une fiche UICN que vous pouvez regarder en ligne sur le site de l'UICN. On a utilisé un deuxième critère qui était l'aire de répartition de l'espèce. C'est-à-dire si l'espèce est plus largement repartie, il y a forcément moins de menaces sur sa suivi dans un habitat naturel. On a utilisé la densité de la population,
la structure de la population. Donc, pour les aménagistes qui sont là, une structure en J renversé, par exemple, c'est une structure qui présente une bonne régénération, qui suggère que l'espèce présente de meilleures capacités de régénération naturelle. On a aussi utilisé un autre paramètre qui est recommandé par le collectif d'INAFAC notamment, qui est l'adéquation entre le diamètre minimum d'exploitation et le diamètre régulier de fructification. Donc, si le diamètre régulier de fructification est suffisamment inférieur au diamètre minimum d'exploitation, ça suggère que l'espèce a suffisamment le temps de se reproduire avant d'atteindre un âge où il peut être prélevé dans la nature. Donc, ces ensembles de critères ont été utilisés et qui nous ont permis d'aboutir à la conclusion que voilà, l'espèce présente une faible réduction dans le futur, elle est abondante, elle présente une bonne régénération et les paramètres biologiques sont en adéquation avec les paramètres d'exploitation. Bon, malheureusement, pour le moment, on n'a pas toujours pu faire publier ces résultats parce qu'il faut faire actualiser les fiches UICN sur le site de l'UICN. Et donc, on est toujours en train de poursuivre la démarche avec les collègues de l'UICN. Et donc, comme je vous disais tantôt, donc ça c'est un résultat qu'on a partagé à la COP, mais voilà, c'était déjà aussi très tard. Mais sinon, depuis quelque temps, on a donc repris l'analyse des différentes propositions pour voir effectivement quels sont les éléments, parce qu'on s'intéresse particulièrement au Padouk, pour voir effectivement quels sont les paramètres qui justifiaient l'inscription de l'espèce aux annexes de la CITES, de cette espèce à l'annexe de la CITES. Donc nous sommes allés en détail dans l'ensemble de la proposition qui fait une vingtaine de pages, donc ça va encore, on va dire. Donc le premier argument qui est évoqué, c'est que voilà, une espèce peut être inscrite aux annexes de la CITES, même si elle n'est pas menacée. Donc, du coup, toute l'étude qu'on avait fait quelque part, ça ne se justifiait pas, ça suffisait pas pour enlever l'espèce de la proposition d'inscription. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'une espèce est menacée qu'elle est inscrite à la CITES. Donc, le deuxième argument, il le reprend bien. Donc, c'est aussi si au niveau national, ils ont observé donc l'expérience internationale et nationale, donc c'est le deuxième point, a montré qu'il était peu probable, voilà, c'est ça. Le deuxième argument, c'est l'argument de la ressemblance avec un autre taxon inscrit à l'annexe de la CITES. Ça veut dire que ce qui est arrivé au Padouk, donc Pterocarpus euxii, c'est que dans l'annexe de la CITES, l'annexe 2 notamment, il y avait déjà une espèce, le Pterocarpus tinctorius, qui est présente au sud, essentiellement au niveau de la République démocratique du Congo, mais dont visiblement le bois ressemble fortement à celui du Padouk et qu'il pourrait avoir des confusions lorsque les contrôles sont faits par les agents de douane, donc les agents douaniers et les agents de lutte contre la fraude. Donc ça, c'est le deuxième argument qui est soulevé, c'est l'argument de la ressemblance. Et puis, ils ont utilisé également un critère qui s'appelle le critère B, donc qui montre que le prélèvement de l'espèce est fait de manière à ce qu'il y aurait une possibilité que l'espèce soit menacée dans son habitat naturel. Et puis le quatrième argument, c'était encore l'argument de la ressemblance, donc argument de la ressemblance qui revenait une deuxième fois. Et puis, le cinquième argument, c'était le fait qu'ils aient constaté un fort commerce avec la Chine, entre la République démocratique du Congo et la Chine, avec une augmentation de près de 700% des exportations. Ce qui est aussi intéressant qu'on a regardé, c'est de voir qu'ils parlent du bois de rose, pas essentiellement du Padouk, donc c'est bien du bois de rose, c'est marqué dans la proposition, qui est un thème qui désigne pas seulement les espèces Padouk, mais un ensemble de bois. Donc au final, ce n'est pas que le Padouk, mais c'est un ensemble de bois. Et ça, c'est marqué dans la proposition. Et puis, donc, le sixième élément qu'on a relevé, c'est que, voilà, ils disent bien que le Padouk, c'est la 7e espèce la plus exploitée dans le bassin du Congo. Et que les données disponibles indiquent qu'il y a un commerce international qui pourra entraîner un déclin considérable des populations. Bon, malheureusement, il n'y a pas la référence sur les données qu'ils ont utilisées. Donc ça aussi, c'est un travail qu'on peut faire sur chacune des fiches, chacune des propositions, et justement entrer dans ce sont des scientifiques qui ont préparé ces fiches, donc on peut avoir un échange purement scientifique à ce sujet. Et puis le septième point, c'est une fois qu'ils ont rassemblé l'ensemble des éléments, c'est de dire, voilà, il y a la ressemblance, il y a des menaces potentielles, il y a un fort commerce, il y a de l'exploitation illégale, et bien, ça justifie à ce moment l'inscription à l'annexe de la CITES. Mais pour nous, et ensemble avec les discussions qu'on a eues avec d'autres partenaires qui travaillent notamment en RDC également, c'était, voilà, tous les botanistes ne sont pas d'accord sur les possibilités de confusion, les anatomistes aussi
On a Jean Gérard à la TIBT là, qui dit que ce n'est pas tranché. Donc, il y avait un ensemble, un faisceau d'arguments comme ça qui montre que voilà, les propositions sont largement discutables. Et donc, c'est pour ça que depuis qu'on a lancé cette action, on est aussi en train de préparer des éléments pour demander notamment le retrait du PADOC parce qu'on est en train de mobiliser des arguments à la fois anatomiques, botaniques, avec tout ce qui va être fait notamment avec le guide sur les arbres d'Afrique centrale, écologique, génétique, pour montrer qu'il y a des différences qui sont faites, qu'il y a des différences fondamentales entre les différentes espèces de Pterocarpus. Et puis, on espère justement pouvoir publier le nouveau statut de conservation du PADOC sur le site de l'UICN qui, lui, montre que l'espèce n'est pas menacée. Donc, voilà, mais pour le moment, on est aussi en train de rechercher de nouveaux financements parce que les deux thèses dont je parle ici, donc une à l'université de Liège, mais en partenariat avec l'université de Kisangani. Donc, c'est un Gaylor Isulu qui travaille justement sur le Pterocarpus tinctorius, qui va caractériser au niveau écologique, botanique et génétique l'espèce, parce que c'est l'argument qui est évoqué de ressemblance avec le tinctorius, et une thèse à l'Université libre de Bruxelles sur la caractérisation génétique des PADOC, des Pterocarpus euoxyi. Donc voilà. Donc, ça, c'était un peu le cas du PADOC avec les conséquences donc, liées à l'inscription de l'espèce sur l'annexe de la CITES. Donc là, j'ai remis un peu rapidement les conséquences pratiques pour les exploitants forestiers. Une fois que l'espèce est inscrite à l'annexe de la CITES, qu'est-ce que les pays doivent faire? Qu'est-ce que les partenaires du bois doivent aussi faire? On avait préparé à ce moment ce petit tableau qui résumait ce qu'il fallait faire. Il y a du bois pré-convention, parce qu'avant que le texte n'entre en vigueur, il y a tout ce qu'on appelle du bois pré-convention, donc du bois qui avait déjà été coupé avant la décision. Donc ça s'appelle du bois pré-convention. Et puis il y a du bois post-convention, donc avec des procédures qui ne sont pas les mêmes. Donc en gros, aujourd'hui, le bois pré-convention, il est déjà plus ou moins écoulé. Les stocks de bois pré-convention sont déjà écoulés. Et maintenant, on est plus dans la partie bois post-convention. Et donc, pour le post-convention, c'est là où les choses se compliquent un peu. C'est qu'il faut produire ces fameux ACNP, donc les NDF en anglais, Non-Detrimental Finding. Et il faut aussi, pour commercer au sein de l'Union européenne, pouvoir obtenir les fameux permis d'importation. Et donc, c'est vraiment les deux niveaux de blocage. Le premier, c'est vraiment au niveau du pays. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec les autorités scientifiques dans les pays pour accompagner dans l'élaboration des ACNP. Et le deuxième niveau, c'est vraiment travailler avec l'Union européenne pour faciliter les délivrances des permis d'importation et comprendre quelles sont les raisons des différents blocages. Donc voilà, donc ça c'est les deux enjeux majeurs. Et je crois que je vais accélérer un peu. Donc là, je vous avais aussi mis une petite dia sur le fonctionnement de la CITES. Donc comprendre comment, parce que ça aussi c'est important pour nous de bien comprendre à qui on s'adresse, qui sont les interlocuteurs. Donc la CITES, c'est un ensemble donc la CITES au niveau de chaque pays, elle a deux outils principaux, deux entités principales. Donc c'est l'organe de gestion et l'autorité scientifique. L'autorité scientifique qui a pour rôle donc justement de réaliser tous les ensembles des études dont je vous parlais. Et pour ça, c'est quand même assez bien documenté sur le site de la CITES. Vous avez, à chaque fois que vous avez un problème d'importation, vous pouvez vous référer au site de la CITES, regarder l'information par pays et avoir le contact de la personne à qui vous pouvez écrire pour obtenir l'information qu'une autorité scientifique d'un autre pays vous poserait. Donc là, on a pour le Gabon qui est la NPN, le Ghana, j'ai mis le Ghana aussi, on a le Congo et on a le Cameroun. Donc voilà, c'est des structures différentes et à chaque fois, et aussi des compositions différentes. Ces autorités scientifiques ont donc en charge, comme je disais, l'élaboration des ACNP. Actuellement, au niveau de l'Afrique centrale, le Cameroun et le Gabon ont publié leurs ACNP. Donc, le Cameroun a publié les ACNP pour les trois genres. Le Gabon, pour le moment, n'a publié que l'ACNP sur le PADOC, donc avec les quotas et les dates de publication que vous pouvez trouver. Donc, ça signifie que le commerce post-convention des bois peut se poursuivre maintenant, donc, parce qu'il y a la possibilité de délivrer le permis d'exportation par le Gabon et le Cameroun. Mais au sein de l'Union européenne, il faudrait satisfaire aussi à la condition d'obtenir le permis d'importation. Donc, je ne vais pas rentrer en détail. Donc, il y a aussi le Congo qui est en train, donc, pour lequel on a commencé déjà des échanges aussi pour appuyer à l'élaboration des ACNP.
notamment via un projet qu'on a appelé le projet ACNP. Et donc voilà. Et voilà un peu la situation dans les différents autres pays. Et comme je vous disais tantôt, donc la première condition, produire la CNP, délivrer le permis d'exportation, mais après il faut obtenir le permis d'importation. Et pour ça, on a un certain nombre de difficultés qu'on observe, qu'on a un peu essayé que j'ai essayé de résumer ici. Donc c'est les principales raisons de blocage, c'est normalement pas de visibilité sur les documents fournis des importateurs, on ne sait jamais. Il y a une liste de documents, mais après ça change à chaque fois. Il n'y a pas de communication sur les paramètres clés que l'Union européenne utilise pour ses analyses. Une faible communication avec les autorités d'Afrique centrale. Pas de prise en compte des législations nationales. Au Gabon, par exemple, la loi nationale autorise 40% de reconstruction, mais l'Union européenne, dans sa proposition, parle de 50%. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment de la décision au niveau national? Mais aussi, il y a de la part des importateurs parfois des demandes pas toujours complètes et une faible réactivité des organes CITES des pays d'Afrique centrale notamment, puisque c'est essentiellement d'eux qu'on en parle. Mais je dirais aussi le point positif, c'est qu'on a beaucoup avancé depuis le début du programme, avec la CITES Belgique notamment, qui a publié un ensemble de critères à remplir lorsqu'on veut importer du bois vers la Belgique, avec bien sûr plein de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, qu'on a essayé de discuter avec eux. Donc rapidement aussi, je dirais, voilà, ça c'était un peu de manière globale ce qu'on fait actuellement, mais sinon le programme qu'on met en place, c'est 4 principales composantes. Donc vraiment on travaille au niveau scientifique et technique, avec tout ce qui est analyse de vulnérabilité, avec différents projets qu'on développe aussi. Donc on a un projet qui s'appelle RESAC, qui est financé par l'Union européenne, qui vise justement à analyser aussi l'impact socio-économique des mesures CITES sur d'une part les administrations, les sociétés forestières et les populations locales. Donc ça c'est un projet qui a commencé il y a environ 2 mois. On a donc le projet PADOC dont je vous ai parlé, et puis au niveau scientifique, il y a toujours cette poursuite de recherche de financement. Il y a un aspect sur le renforcement de capacité, avec notamment le président de la commission Forêt-Industrie. On travaille beaucoup à accompagner les pays dans l'élaboration des ACNP, à mettre en place des outils de suivi des quotas, parce que c'est l'une des critiques qui sortait beaucoup des échanges avec l'Union européenne. Voilà. Donc aussi, on fait beaucoup de veille sur les activités de la CITES, parce que comme je disais tantôt, les inscriptions qu'on a constatées, c'est vraiment aussi un défaut des pays d'Afrique centrale ou d'ensemble des pays tropicaux. Défaut de mobilisation, défaut d'information et défaut de réaction. Donc maintenant, on essaie d'anticiper sur un ensemble, un peu sur tout ça. Et aussi, on a une composante vraiment mobilisation à l'international où on essaye de travailler avec les pays pour des participations efficientes aux réunions de la CITES, au comité pour les plantes, au comité permanent, et aussi de voir comment est-ce qu'on peut continuer justement à mobiliser des politiques pour qu'on ait vraiment une réelle prise en compte à la fois des réalités nationales, mais aussi de l'aménagement tel qu'il est pratiqué dans les pays. Il me reste juste 2 dias, Benoît. Donc je voulais dire que la mobilisation internationale a permis aujourd'hui d'avoir donc tous ces pays et ces groupes, ce sont vraiment des personnes de contact. On sait qui sont les autorités scientifiques, qui sont les responsables des organes de gestion et on arrive à travailler avec eux. Et lors du prochain comité pour les plantes qui va se tenir à Genève au mois de juillet, on aimerait justement pouvoir organiser une table ronde ou un side event sur l'aménagement en région tropicale pour montrer que non seulement ce ne sont pas les mêmes pratiques, mais donc s'il faut mettre des mesures communes au pays, il faut trouver un dénominateur commun à l'ensemble des différentes techniques d'aménagement dans les différents bassins et que ce serait sur ça normalement que l'Union européenne devrait se baser pour fixer ses décisions sur les quotas et autres. Et donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé un peu le temps. Voilà, ça c'est essentiellement les prochaines étapes qu'on a prévues ou les prochaines activités essentiellement. Donc au niveau scientifique, au niveau renforcement de capacité, au niveau mobilisation internationale et au niveau veille sur les actions de la CITES. Voilà, je vous remercie. Ok. Ouais. Alors, juste en complément de ce que vient de dire Franck, d'abord je veux remercier Franck pour le travail que tu mènes depuis maintenant 18 mois sur cette thématique-là. Juste sur la dernière slide des parties prenantes, je voudrais dire 2 choses. Si les pays avaient mieux fait valoir leur vision des choses lors de la COP du Panama,
la situation aujourd'hui serait peut-être un peu différente. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que dans les personnes ressources au niveau de chaque pays, tu peux rajouter aussi le point focal de l'OIBT. C'est des personnes clés qu'il faut commencer à mobiliser. Et ensuite, dans les organisations, dans les parties prenantes dans ta dernière slide, rajouter l'OIBT. On a ici le docteur Noureddine Idrissou, qui est certainement à même de nous donner quelques recommandations. J'ai été interpellé hier par le fait que le docteur Noureddine Idrissou m'a dit que les pays membres de l'OIBT n'avaient pas interpellé l'OIBT sur les questions CITES. Les questions CITES ne remontent pas vers des points focaux. Au Congo, par exemple, nous avons Arsène Evozaka, qui est votre point focal OIBT. Il doit interpeller l'OIBT, Paulette. Je vous le demande avec insistance. Il faut faire remonter au niveau de l'OIBT ces difficultés. On va dans le mur au niveau de la prochaine CITES. Il faut la préparer maintenant. Voilà, merci. Ok, merci Benoît pour le commentaire. Je crois qu'on va directement passer aux questions pour ceux qui en ont. Donc, ok. Bonjour à tous. Merci et félicitations pour cet exposé de Franck. Félicitations aussi à M. Jobé Duval qui vraiment a développé un propos qui nous va droit au cœur. Je parle ici au nom du secteur privé. Nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets parce que il y a des instruments qui sont en train d'être mis en place, notamment la RDUE et maintenant la CITES, qui impose des contraintes de permis d'exportation, de permis d'importation également. Tous ces constats nous mettent un peu dans l'insécurité, au point où dans la sous-région Afrique centrale, on a comme l'impression que nous courons vers l'arrêt du commerce des bois venant du bassin du Congo. Donc, c'est une inquiétude qui persiste. Et nous remercions particulièrement l'ATIBT qui fait une espèce de plaidoyer pour pouvoir infléchir la tendance. Je voudrais maintenant exprimer une préoccupation. Les inscriptions en annexe de la CITES, est-ce que c'est des processus en termes d'inscription permanente ou bien c'est circonstanciel? Je le dis parce que lorsque vous voyez la courbe de distribution des espèces, il peut arriver, je prends le courbe en J inversé, qui montre qu'il y a une régénération qui est garantie, mais qui nécessite, n'est-ce pas, peut-être des décisions ponctuelles en termes de régulation. Cela veut dire qu'on peut revenir plus tard, lorsque la régénération est déjà en maturité, pour qu'on autorise l'exploitation et le commerce de l'espèce en question. Donc c'est ça, ce type de constat que je demande, que dans au niveau de la convention, au niveau des COP, est-ce qu'on ne revient pas souvent sur la révision de l'annexe 2, des espèces inscrites en annexe 2, pour voir s'il y a un déclassement ou bien s'il y a un reclassement, pour m'interroger si le processus n'est pas dynamique, s'il est statique, en fait. Donc, je pose la question parce que vous comprenez que le secteur privé, surtout les concessionnaires, ont pris des engagements avec des administrations, ont signé des conventions et consenti de lourds investissements. Ça fait qu'au fur et à mesure, surtout avec l'initiative, parce que j'entends l'Union européenne qui vient un peu partout, au fur et à mesure que tous ces mécanismes se mettent en place, ça donne l'impression qu'en fin de compte, vraiment, on court vers l'arrêt du commerce du bois venant, n'est-ce pas, du bassin du Congo. Voilà, vraiment, je tenais à partager cette inquiétude de manière ouverte.
de plus en plus les discours qui vont dans le sens d'infléchir la tendance nous rassurent, mais lorsqu'on voit les choses arriver, nous sommes inquiets. Merci. Merci beaucoup. Peut-être des éléments de réponse. Je pense que vous avez totalement raison et c'est très bien que le secteur privé l'évoque. Je pense que c'est aussi des préoccupations qu'on arrive déjà à identifier à gauche, en fait, lors des différents échanges qu'on a. Mais ce que je tenais à dire, je suis content de voir que Frédéric est là parce que c'est justement ce dont on parlait hier, c'est que l'aménagement, comme je disais, en Afrique centrale, le contexte de l'aménagement forestier est un contexte extrêmement favorable à la mise en œuvre de la CITES, pour le bois en tout cas, pour toute la ressource bois. Parce qu'on a déjà, à travers les plans d'aménagement qui ont été mis en place, un ensemble d'outils à la fois techniques, légaux, parce qu'il y a déjà une législation autour de ça. Mais ce qu'on constate lors des COP, c'est justement un défaut de représentativité des pays d'Afrique centrale. Je disais aussi, je partageais l'expérience de la première COP, premier comité pour les plantes auquel j'ai participé. On a par exemple un pays comme le Libéria qui était là, qui a bien, avec son ministre de forêt, qui a défendu son dossier et tout, mais après qui est parti, qui n'était pas présente jusqu'à la fin de la réunion. Je ne veux pas tirer sur le Libéria, mais à la fin, la décision qui avait été prise au début de la réunion a été rediscutée et malheureusement, il n'était plus là. Et donc, on a pris une autre décision qui n'était pas celle qui était pour laquelle il a fait un plaidoyer au début, parce qu'un pays peut revenir sur un autre dossier. Mais tout ça juste pour dire qu'il faudrait qu'on soit confiant du modèle qu'il y a aujourd'hui en Afrique centrale, qui est un modèle qui est assez spécifique, qu'on ne trouve pas dans d'autres régions. C'est pour ça qu'on a envie d'avoir une communication au niveau de la CITES avec des autres bassins tropicaux, pour qu'ils partagent aussi leurs expériences de l'aménagement et qu'on puisse justement voir quels sont les aspects positifs de l'aménagement en Afrique centrale et que cet aménagement, en fait, que nos ministres, que nos responsables de forêt puissent les porter avec beaucoup plus de fermeté, beaucoup plus de rigueur. C'est-à-dire, en Afrique centrale, donc à Jamblou où je suis basé à la fac de Jamblou. Donc on a travaillé énormément avec le collectif d'INAFAC sur la mise en place des parcelles permanentes. Il y a des parcelles dont ça fait 40 ans. La première parcelle a été mise en place en Baïki en 1982, donc on est même à plus de 40 ans aujourd'hui. Et annuellement, ou tous les 2 ans, il y a des suivis où on prélève des paramètres sur les arbres. Et ces paramètres permettent justement d'améliorer, d'affiner les paramètres d'aménagement. Donc tout ce travail doit être capitalisé au niveau de la CITES et au niveau des instances internationales lorsqu'on justement prépare un plaidoyer, par exemple, en faveur de l'aménagement en Afrique centrale. Donc, il y a un défaut de communication sur les bienfaits. Maintenant, par rapport aux modifications des annexes, c'est totalement possible. Et c'est justement pour ça qu'on est en train de porter ce projet PADOUK. Parce qu'on a vu que c'était possible. C'est très rare, mais c'est possible. D'une part, on aura un double avantage. Le premier avantage, ce serait d'avoir le mérite d'avoir porté. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le Cameroun, donc en novembre dernier, on était avec GM1 à une réunion du MINFOF et on leur a présenté l'action PADOUK. Ils ont accepté. Donc, Cameroun a accepté de porter l'action PADOUK. Donc, voilà, il faut un pays membre de la Convention qui porte l'action. La TIBT ne peut pas en tant qu'association. Même l'OIBT ne pourrait pas. Il faut un pays partie de la Convention. Donc, ça, c'est déjà un premier acquis. On a un début de financement, on a commencé à y travailler. Il faut qu'on prépare maintenant, voilà, c'est 4 à 5 pages qu'il va falloir préparer un argumentaire scientifique qui permet justement de répondre aux différentes préoccupations que j'ai relevées ici en 7 points dans la proposition qui a été faite. Donc, il y a des déclassements qui se font, mais il faut bien les préparer. Il faut savoir aussi que la CITES, elle a cette partie scientifique avec le comité pour les plantes, mais il y a une énorme partie politique. Et donc, il faut aussi qu'on puisse mobiliser les pays d'Afrique centrale, les pays d'autres bassins tropicaux autour des réalités, des problèmes comme l'OCEF, pour leur dire, voilà, est-ce qu'on peut se mobiliser, est-ce que vous allez voter? En gros, c'est ça. Est-ce que je vote pour toi pour telle chose, je vote pour moi pour telle autre chose? Donc, c'est un peu comme ça. Et vous avez vu, quand les 3 propositions ont été toutes portées par l'Union européenne qui, quelque part, finance un bureau dans un des pays pour rédiger la proposition, etc. On devrait pouvoir aussi se mobiliser dans le même sens et préparer des éléments qui permettent de répondre à ça. Donc voilà. Ok, merci Franck. Madame Ebine avait une question. Merci Franck, merci pour ta présentation. Bon, la question de Benoît était déjà étayée. Je suis d'accord pour la mobilisation de tous les pays pour faire face
inscriptions des essences en annexe de CITES, ce qui ne permettrait pas le développement des industries, parce que pour la plupart, ils ont signé des contrats avec des essences comme le sapelier, le koumé, qui vont certainement être inscrites en annexe 2. Je souhaiterais également que nous fassions, tu l'as déjà abordé, un point sur l'aménagement forestier. Nous sommes dans la gestion durable. La plupart des pays d'Afrique centrale se sont engagés vers la gestion durable des forêts. Dans la gestion durable, nous avons tout ce qu'il faut pour nous justifier afin que les essences ne soient pas inscrites en annexe 2 de la CITES. Donc, je souhaiterais également que vous insérez dans les prochaines COP, peut-être, les directeurs des forêts pour venir parler des bienfaits de l'aménagement, des bienfaits de l'aménagement forestier pour le compte de la République du Congo. C'est inscrit dans la loi que toutes les concessions doivent être aménagées. Il y a les taux de reconstitution qui sont bel et bien déjà inscrits qu'il faut aller. Bon. Je suis tout à fait satisfaite pour nous aider à élaborer nos ACNP, pour que les ACNP soient semblables pratiquement dans la sous-région, que nous ayons une maquette de rédaction de ces ACNP. Ça permettra une meilleure appréciation au niveau de l'équipe de la CITES. Quelles sont les mesures d'accompagnement? On inscrit une essence en annexe 2. On nous dit, OK, cette essence ne va plus sortir, il faut des quotas, les mesures d'accompagnement. Pour pérenniser cette essence, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on ne va pas nous aider à pérenniser ces essences pour qu'elles continuent toujours à pousser? Voilà, merci. Merci beaucoup. Je pense que je prends juste pour répondre, Madame la directrice, justement, il y a qui est ressorti, c'est le sapeli, le koumé vont certainement être inscrits. Justement, je pense qu'on doit commencer à se préparer à ne pas être dans ce certainement. On a justement l'ensemble des outils pour que ça ne se passe pas comme ça s'est passé. Ce que je veux aussi faire remarquer, c'est que les 3 genres, ce sont des espèces africaines. Donc, par exemple, les espèces asiatiques d'Afzélia n'ont pas été inscrites à l'annexe de la CITES. Tout comme actuellement, on a les espèces de ébonie, comment on appelle, l'ébène, voilà, les espèces d'ébène de Madagascar qui sont inscrites aux annexes 2 de la CITES, mais pas celles d'Afrique centrale. Donc il y a des outils dans la Convention qu'on peut utiliser. Si c'est le sapeli, on va dire, le contexte de l'aménagement en Afrique centrale aujourd'hui est tellement favorable que ça peut être le sapeli d'Afrique de l'Ouest. Donc peut-être à ce moment, le Ghana et les autres pays vont aussi se mobiliser. Mais il y a des outils dans la Convention qui peuvent être utilisés. Et maintenant, par rapport à... Donc, juste pour dire qu'on doit justement s'inscrire, changer de paradigme, commencer à penser que c'est possible de contrer une décision de l'Union européenne. On l'a déjà fait avec le Cameroun, le Gabon, lors du dernier comité pour les plantes, où on a fait rejeter un document de l'Union européenne. Et c'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire de la CITES, que les pays d'Afrique centrale mobilisent d'autres pays pour aller contre une décision de la CITES. Donc ça s'est fait. Et je pense que si on se prépare suffisamment à temps, on a moyen d'aller davantage dans ce sens. Oui, juste pour finir, par rapport aux mesures d'accompagnement, je partage, parce que maintenant on fait aussi la veille à ça avec Françoise Van de Ven, la présidente de la TIBT, qui est dans la Task Force CITES. Les différentes notifications de la CITES, on les partage. Il y a plusieurs programmes qui sont financés, soit par l'Allemagne, par la Chine, par les États-Unis, pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de la CITES. Donc, parfois, il faut préparer un petit dossier pour postuler à ces financements. Mais je pense que voilà, si on est mobilisé, si on est disponible, il y a moyen d'aller vers ces financements-là. Donc, peut-être... une avant-dernière. Voilà. Bonjour, merci à tous. Donc Frédéric Lézère de Terea. Moi, je voulais rebondir parce qu'avec Franck, on en discutait hier. Tout ça, c'est quand même très politique aujourd'hui. Et c'est très important, en fait, aujourd'hui, de se positionner en tant qu'Afrique centrale et en tant que bon pays producteur de bois. C'est vraiment important. Ça fait 20 ans que j'y travaille avec vous en gestion forestière. On est bon. On est bon en gestion forestière. Et il faut aujourd'hui que l'Afrique centrale se lève et se défende. Enfin, c'est vraiment très très important. Ça n'est que ça. Et ça, c'est important aussi dans la réflexion qu'on va avoir sur le renouvellement des plans d'aménagement. Il faut qu'on ait, dans le renouvellement des plans d'aménagement, une stratégie qui soit une stratégie sous-régionale, avec des indicateurs simples, clairs, crédibles, pour pouvoir se défendre face à l'Union européenne, face aux CITES, face à la concurrence internationale.
Et on est des bons élèves, il faut en être convaincu quand on se défend face à l'Union européenne. Il n'y a pas de honte à avoir. On est bon en Afrique centrale et il faut se défendre pour ça. Une dernière question, là, Noureddine, et on va arrêter. Thank you very much, Frank, for that wonderful presentation. Yes, and thank you for the opportunity. Yeah, Benoit, I just want to address the issue that you mentioned as to ITTO, in fact, not actually receiving official notification, let me put it that way. Receiving official notification from parties or member countries of ITTO regarding some of the teething difficulties that you are facing in Europe. The issue is this: ITTO, in all fairness, works with member countries. The strength of ATIBT is that you work mainly with processes, enterprises, and companies. So that is where, when we team up, we can actually do and serve our members very well. This is the issue. When we meet at council session, we meet delegates from the countries. And we are presuming that delegates actually also meet members in country to discuss issues affecting them, especially enterprises when it comes to export and other things. So if there is a disconnect, then unfortunately we would not know. Individually, I can pick up information, maybe because of my relationship with Cameroon or with Gabon, but that is not an official position that I can bring to the table for discussion. So I am going to urge members here representing countries that before you come to ITTO Council session, it is important that you meet enterprises, you meet government officials, you meet officials from the scientific authorities and discuss some of these things. And when they come up for discussion at council level, we will be able to tackle them. I have a list of projects that CITES project that ITTO has implemented in the Congo Basin. There are 14 running in millions of dollars. Cameroon alone, we have implemented 9 CITES-related projects. In DR Congo, 2. In Gabon, 4. So ITTO actually has been working with member countries when it comes to CITES. And if you recall, I mean, some of my colleagues from ITIBT have been involved in some of these, projects. Currently, we know there has been 10 million euros that has been assigned to CITES Secretariat by the government of Germany. And we are in touch with CITES Secretariats about the possibility of ITTO getting some of these funds so that we can continue to do training in NDF, training in terms of traceability or project in terms of traceability, work on genetics and all these things. We have been doing that. Management, sustainable management, genetic work, traceability. We are doing all of these things on species that have been listed under Appendix 2. And we want to continue to work with member nations, and member nations should do well to also work with enterprises in country. That is the only way we'll be able to be successful. My personal opinion about CITES is that in all fairness, this is my personal opinion, some of the listings are totally unnecessary because in country we have better and quality data that we can use to tell EU, especially if EU, for example, is the one leading in terms of the listing. We have quality data. But unfortunately, in country, we do not have the scientific authority and management authority speaking with the same voice. But if they speak with the same voice, we can go to COP and defend that this species does not warrant listing. We can even do this before we even get into COP. And that is when to do it. But unfortunately, there is always that disconnect in country. Unless this is addressed, there will always be problems. So member countries here,
let us try in country to work with our scientific authorities. And when a country raises an issue about listing, we should try and defend it. For example, in Panama, what prevented African nations in at least requesting for 12 months instead of the 3 months, for example? Look at the issue of Ipe in Kumaru. 12 months wait period. But Africa, quiet. Then 90 days will kick in. You see, that is the problem. We need to, at the regional basis, that is Congo Basin, West Africa regional basis, or even in country, try to address some of these things. If we don't do that, we are always going to come here and say EU is doing this, EU is doing that. We must address some of these things in country first before we complain. Thank you. Thank you, Noureddine. Je crois que pour cette table ronde, on va s'arrêter là. Et je profite pour indiquer que tout à l'heure, on aura une table ronde sur non, pas les LKTS. La table ronde sur les LKTS va venir à 11h45. Donc tout à l'heure, on a une table ronde sur les fiches techniques produites par l'ATBT et le CIRAD. Pardon. Donc Benoît, ok. Oui, non. Oui, non, là maintenant on va vers la table ronde. C'est Benoît qui va faire. Donc Attends. Les participants, les panélistes pour cette table ronde, je crois qu'on a Benoît, on a Dr Noureddine et on a Jean-Gérard du CIRAD. Ok. Merci Germain.